Je suis ravie de vous retrouver pour À bout de taf, l'Agora. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de géopolitique, eu égard à la situation internationale. On ne pouvait pas ne pas en parler. C'est très intéressant parce que c'est vrai que pendant longtemps, l'entreprise, elle a été pensée en fait comme un acteur un peu abstrait qui évoluait dans un marché global, structuré par la recherche quasiment unique d'efficience. Et c'est vrai que la mondialisation, elle a contribué à atténuer la perception des contraintes géographiques, voire historiques, donnant parfois le sentiment que la production, elle pouvait s'organiser indépendamment des territoires. Mais le retour des conflits armés, des tensions commerciales, des rivalités technologiques, mais aussi de la dépendance énergétique, en fait, tout ça reterritorialise finalement l'économie. Et il y a un historien que j'aime bien, qui est économiste aussi, qui s'appelle Arnaud Horin, qui dit que nous sommes entrés dans un capitalisme de la finitude, qui est marqué par le retour des contraintes matérielles plutôt fortes, les ressources, l'énergie, les technologies stratégiques, les chaînes d'approvisionnement. Et la géopolitique aujourd'hui, elle ne concerne plus les États, plus seulement les États, elle influence directement les décisions des opérations, des entreprises, c'est-à-dire concrètement où produire, avec qui coopérer, comment sécuriser ses activités, comment anticiper aussi des risques qui sont devenus, on peut le dire, je pense, systémiques. Alors pour parler de tout ça, je reçois aujourd'hui Raphaël de Vitoris, qui est professeur associé en stratégie à Clermont School of Business. Tu es spécialiste de la gestion des risques et des crises. Tu es un ancien responsable de la gestion de crise du groupe Michelin. Tu as notamment, et si je ne me trompe pas, géré la crise Covid au sein de Michelin. Puis ensuite, tu as été directeur de la gestion des risques et des crises chez Symbio. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Donc je j'ai suis une ravi. première question avant d'entamer la discussion. C'est est-ce qu'aujourd'hui on assiste finalement à un retour durable, ce qu'on appelle du fait géopolitique, notamment dans nos vies de citoyens, mais aussi celles des entreprises? Alors oui, clairement, la géopolitique prend toute son importance et on voit notamment ça lié, à la notion de supply chain. Il y a 15-20 ans, c'était un sujet qui était un sujet existant des entreprises, mais pas un sujet majeur, un sujet qui revenait de manière, persistante et c'est le cas aujourd'hui. Et en fait, on pourrait croire que la géopolitique avec, l'impression d'accélération qu'on y associe dans ces dernières années, parce qu'on vient de voir des tas d'événements en, dans l'espace des 7-8 dernières années, on a l'impression qu'il y a une sorte de corrélation entre cette géopolitique et cette, influence de la supply chain. Moi, j'associerais ça différemment. Je dirais que la mondialisation a rendu la supply chain très différente et comme un objet pur de fragilité des entreprises. Et cette mondialisation fait que tout bouleversement géopolitique entraîne des turbulences qui étaient dont, que les enfin des turbulences qui faisaient moins souffrir les entreprises à une autre époque du fait de l'absence de mondialisation et donc de régionalisation des ressources, de multiplicité des chaînes d'approvisionnement qui ont tendance à se tarir. On commence à travailler en flux tendu, la mondialisation l'a permis, et donc, comme je l'ai dit, je me répète un peu, n'importe quel bouleversement, n'importe quel aléa géopolitique perturbe nombre de chaînes, toutes Et interdépendantes. en préparant cette interview, je me souviens, tu m'as dit qu'on était un peu dicté par la géopolitique des affects, hein. Et je trouvais ça intéressant d'aller un cran plus loin et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui la géopolitique, elle est dictée par des réactions parfois épidermiques plutôt que la seule rationalité économique. Alors c'est toujours compliqué cette question de la rationalité économique parce qu'on on est plus complexe que ça. Mais comment tu analyses aujourd'hui peut-être la situation actuelle, cette mutation où parfois l'irrationnel, elle devient enfin majeure en fait finalement et c'est une variable qui rentre dans, alors je sais pas si dans le discernement ça serait peut-être oxymorique de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, je vois deux grands éléments qui viennent alimenter cette réflexion pertinente. Je vais parler d'abord de la psychologisation, je vais le faire en deux temps, je vais parler de la psychologisation de la géopolitique et que je vais relier directement avec la prédominance de l'affect, surtout lié à l'explosion des médias sociaux, je vais y venir dans un instant. Et puis après, cette apparente irrationalité qui est liée à la difficulté qu'on a d'analyser des systèmes complexes. Je le ferai dans un deuxième temps. Aujourd'hui, on entend un journaliste d'une chaîne mainstream qui fait des millions de téléspectateurs, qui vous fait une réduction psychologique digne d'un beau-frère, digne
digne de quelqu'un qu'on croise dans la rue. Mmh. Il nous fait la réduction psychologique, sans aucune compétence psychologique d'ailleurs, d'un chef d'État pour justifier de sa géopolitique. Et donc, moi je m'en rappelle, ça me choquait sur Russie-Ukraine. On avait, à ce moment-là, du point de vue français, 4 acteurs internationaux qui gravitaient autour de cette guerre, de ce conflit. Poutine et Zelensky, bien évidemment, mais en arrière-fond, Biden. Et puis, comme on est français, il y avait Macron et le rôle de notre chef d'État dans cette guerre-là. Et tous les journalistes réduisaient ce moment historique qui avait au début, qui n'était pas forcément facile à lire au début, surtout si on ne connaît pas l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, surtout si on se limitait à 2022 et à février 2022, si on ne Oui, regardait pas 2014 et Maïdan, si on ne regardait pas comment l'URSS s'est séparée de l'Ukraine, voilà, comment on regardait l'explosion des populations slaves à travers l'Europe, si on remonte encore plus loin, sans cette lecture-là, c'était assez difficile de comprendre l'événement, c'était assez même étonnant, parce que c'est a pris de court beaucoup de monde. Et on a eu la plupart des commentateurs géopolitiques, les commentateurs de l'actualité, nous ont dit la psychologie de Poutine, c'est ça, en 2 ou 3 épithètes. Zelensky, c'est ça. Macron va se positionner comme ça parce qu'il est comme ça. Et Biden derrière, avec les États-Unis, leur intérêt c'est ça, parce que Biden pense ça. Et je trouve que c'est d'un réducteur qui est sidérant. Et pourtant ça passe parce que c'est très accessible pour le petit dame que je suis, parce que j'ai l'impression de comprendre les enjeux et de me dire, ben, une nation, c'est jamais que le mouvement, les décisions, les actions géopolitiques d'une nation ne sont jamais que l'extension de la psychologie de son dirigeant du moment. Et ça, c'est très agréable à entendre. Ça laisse ouvert les portes de l'interprétation facile, et c'est plus facile que d'interroger toutes les disciplines qui alimentent la géopolitique. Et pour en dire mmh, quelques-unes, l'étude de l'économie du pays, l'étude de l'industrie du pays, l'étude de la géographie du pays, l'étude de la culture du pays, l'étude de l'histoire du pays, bien sûr. l'étude des Mmh, différentes obédiences présentes dans le pays et de leur interaction, l'étude de la technologie qui forge le territoire, enfin qui est présente et tout ça, forgeant le territoire ou la nation en question. bien Ça sûr. Mmh, demande beaucoup de travail pour un pays. Maintenant, quand on prend les 2 pays belligérants, il faut faire ce travail-là. Et puis oui, quand on se dit, est-ce que dans ces pays belligérants, ce ne sont que des proxys de forces derrière qui les utilisent, il faut aussi étudier ça. Ça demande un autre travail. Force est de constater que si les gens avec qui je discute dans le marché me font la psychologie de tous les grands dirigeants du moment, n'ont pas fait ce travail-là, force est de constater que malheureusement les journalistes l'ont pas fait non plus. Donc mmh, c'est à nous de le faire nous-mêmes. Voilà pourquoi on a l'impression qu'il y a de l'irrationalité. Parce qu'on se dit, bah, je comprends pas, la psychologie d'un tel, elle est comme ça. Pourquoi il fait ça maintenant? Et oui, ça a l'air irrationnel, mais parce que quand on comprend que la géopolitique d'un pays, il y a un corps d'émissaires dans les différents consuls, dans les différentes ambassades, il y a un corps de négociateurs internationaux qui ont l'habitude de ces pays-là, qui parlent la langue. On a des accords bilatéraux qu'il faut prendre en considération, qui font une sorte de billard à plusieurs bandes. Oui, maintenant on comprend mieux et la décision a l'air moins irrationnelle. Donc il y a déjà ce côté-là. Éviter la reductio ad psychologisarum, c'est un néologisme que j'invente, avec un latin ouais. totalement inventé, Ad mais nauseam, ad nauseam, voilà. pour Euh, compléter la phrase. oui, mais en fait, Ouais. ça permet Mmh, d'avoir un élément psychotechnique qui devrait être un ouais, warning intérieur. Quand je réduis, par exemple, la politique, le conflit actuel, Iran, Israël, mais c'est pareil. États-Unis, à la On lit psychologie, la même chose, hein, voilà. franchement. Et Ouais. si je limite ça à la psychologie des personnes en place, je devrais avoir un warning antérieur qui disait tu ne vas rien comprendre à ce qui arrive. Et Une regarde, question juste avant de je t'en prie. est-ce que ça aussi, c'est pas le reflet de notre société? C'est-à-dire que, mais tu vois bien, on parle souvent des dirigeants qui sont des psychopathes, enfin, bon, ça c'est un exemple, mais la psychologisation, c'est des dirigeants, c'est aussi parce qu'on psychologise tout, le travail, les relations de travail, non? Je sais pas, j'ai l'impression que ça finalement, c'est le reflet de comment nous pensons ou nous ressentons plutôt aujourd'hui, nos interactions, notre vécu. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel, de sentiments, de ressentis. Alors peut-être exacerber ce que tu disais, via les réseaux sociaux et je te fais peut-être une transition avec ça. C'est exactement Mais ça. voilà, en fait, cette question me vient parce que j'ai cette impression forte en fait, de voilà,
de sentiments très forts aujourd'hui dès qu'on analyse une situation. Alors, on ne sait même pas analyser, dès qu'on tente d'analyser une situation. Alors, bah, enfin, tu m'as fait, comme tu l'as dit, la transition parfaite, c'est que les médias sociaux Ouais, ont exacerbé ces éléments-là où on parle, on interagit via l'expression émotionnelle. tout Pour à fait. Hein. preuve, les gens commencent à écrire moins de mots et mettre plus d'émoticônes. Une émoticône, c'est quoi si c'est pas l'expression caricaturale d'une émotion simpliste? Ouais, c'est Et ça. on commence à communiquer par des émoticônes. Et donc, c'est assez facile de comprendre comment, l'émotion, commence à tout embrasser et à prendre le pas sur tout. Et ça donne une lecture qui est changeante, mouvante. C'est une multinationale, elle a des organes qui sont dans plusieurs pays par définition. Donc elle aussi, parfois même mieux que l'État, elle a un accès de prime abord à des informations, toutes fraîches, qui viennent lui dire: «Attention, ça bouge là-bas, ça bouge pas là-bas». Chose qu'une PME n'a pas. Et donc ça, c'est pour en amont. Mais lorsque la crise est là, souvent les multinationales, si elles ont plusieurs secteurs, plusieurs produits, plusieurs services, plusieurs divisions, plusieurs business units, bah, s'il y en a une qui est impactée méchamment par la crise en cours, elle peut peut-être se reposer sur les autres dans un esprit de vase communicant. Alors que parfois, la petite PME, elle est peut-être dépendante d'un corps de métier, d'une industrie, d'une typologie de clientèle. Et si celle-ci, malheureusement, est impactée, elle a pas l'agilité pour se transformer en un claquement de doigts. Elle va pas pouvoir se réinventer et elle Mmh. est totalement tributaire, peut-être, d'un système de financement. Il y a aussi un point important dont on a parlé ensemble, je me souviens, en préparant, encore une fois cette interview, c'était la supply chain qui est Mmh. devenue un peu, enfin clé notamment sur les questions, géopolitiques. C'est devenu un peu un pivot en fait, stratégique, mais aussi de souveraineté, nationale, voire industrielle, et je voulais savoir un petit peu, pourquoi, nous réexpliquer un petit peu, en quoi ça consiste la supply chain, faire un peu de pédagogie, ça peut être bien, et pourquoi aujourd'hui c'est devenu hyper, clé, dans les organisations, et peut-être que ça a été un impensé aussi face à la Oui. géopolitique. Alors, question très pertinente, mais vraiment brillante parce que la supply chain, c'est souvent oublié, c'est le sujet oublié des éléments de géopolitique. Alors que c'est ça qui fait vivre ou mourir les entreprises, lorsqu'elles voient les conflits géopolitiques. Elles imaginent bien évidemment, leurs ressortissants, enfin leurs employés lorsqu'ils sont là-bas, et comment on les rapatrie, comment on les protège et cetera, et la famille des employés là-bas, bien évidemment. Mais après, question numéro 2, ou si elle n'est pas concernée directement parce qu'elle n'est pas localisée sur l'endroit de la géopolitique, comment ça va pénaliser sa chaîne d'approvisionnement? C'est le premier point. Mais elle passe par des voies qui vont être bloquées, où, il y a des ressources qui vont être manquantes, ou des organes d'État vont accaparer en priorité ces ressources-là et donc elle va devoir attendre et donc Bah, c'est ce qui s'est passé pendant le covid, je me trompe pas, non? tout à Il y fait. a eu une prior ouais, ça. Tout à fait. Un élément qui je le dis maintenant pour pas que j'oublie, on a des financiers qui ont essayé de regarder comment optimiser, d'accord? Pour faire plus de profit et je peux pas les en blâmer, ils sont payés pour ça. L'ennui, c'est que quand on optimise, on considère, on fait un présupposé que le monde, il est stable. Sauf que maintenant, tout le monde s'accorde à dire que le monde n'est pas stable. Ça s'appelle à la japonaise, ce qu'on appelle du flux tendu dans les chaînes logistiques. Ces gens qui ont fait ces choix-là et qui ont fait tomber des boîtes ou qui ont fait transpirer très fort des multinationales n'ont jamais été poursuivis après coup, n'ont jamais payé le poids de leurs décisions. D'accord. Et ceux qui ont mis en flux tendu, qui ont délocalisé, qui ont externalisé et qui ont rendu soit des nations, soit des entreprises victimes directement au premier abord, en étant fragiles, en étant slip en race campagne du monde, du monde de l'industrie lorsque quelque chose arrive, n'ont jamais à subir les conséquences de leur choix. J'aimerais bien, moi, qu'on retrouve les noms des gens qui ont optimisé les supply chains, qui ont enlevé les redondances et qui ont tant coûté au Covid. Parce que le quoi qu'il en coûte, on le paye pour ça. Donc je repars sur la complexité des systèmes. Et aujourd'hui, comme on est dans un monde mondialisé, il est ultra complexe. Je pense qu'on peut difficilement faire plus complexe. Soit on parle du monde mondialisé d'aujourd'hui avec le flux des données, des personnes et des biens, soit on prend le système écologique. C'est les deux systèmes les plus complexes que j'imagine. C'est impossible d'avoir un seul sourcing maintenant. Les niveaux d'interdépendance entre les systèmes sont tels que monosourcer dans un endroit, on risque énormément. C'est un progrès technologique qui amène à ouvrir plus facilement les échanges de personnes et de biens et de données. C'est pas bien, c'est bien pas mal. C'est la technologie qui aide à ça. Le mondialisme est quelque chose qui veut maintenir ça et garantir qu'on puisse vraiment
procéder à limiter les frontières ou les barrières de tous ces échanges, les limiter totalement. La Donc mondialisation, le mondialisme, c'est une idéologie du coup plutôt? c'est une idéologie, une vision. Ouais. Le mondialisme, c'est un état de fait. Mais ce qui fait que si je regarde seulement la mondialisation, en fait, comme elle a favorisé un accès inédit aux technologies, aux biens, aux Mmh. services, et ben maintenant, elle a amené à des gens à reconsidérer leurs sources d'approvisionnement en disant bah, maintenant j'ai accès à telle source d'approvisionnement, avant j'avais celle-ci, finalement la nouvelle qui vient de s'ouvrir, elle est moins chère, j'arrête l'ancienne, je prends la nouvelle. Sauf que peut-être que l'ancienne, c'était avec des partenaires qu'on connaît, qui sont juste à côté. Là maintenant, et puis peut-être que je sais qu'ils ont 3 ou 4 succursales qui sont capables de faire le même produit. Là, la nouvelle, elle est beaucoup moins chère, mais elle vient d'un pays qui est très lointain. Et il y a une seule source. Et donc là, on a fragilisé. Et en fait, cette mondialisation, elle n'a pas reposé sur une homogénéisation des ressources. Elle a créé une régionalisation. Si on Ouais. regarde la plupart des grosses multinationales, elles déplacent, il y en a beaucoup qui déplacent leur, juste pour donner un exemple, leur direction IT en Inde. Ouais. Parce qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui sont très très forts là-bas, très pertinents. Il y a des centres technologiques là-bas. La technologie est moins chère, les ingénieurs sont moins chers, ils savent tout faire là-bas. Et ils commencent à avoir Mmh. des divisions entières d'IT, de multinationales qui sont Ouais. Le là-bas. conseil fait ça, c'est un truc de Voilà. fou, quoi. Ouais. Donc maintenant, imaginons que l'Inde souffre d'une crise sociale, une révolution colorée, ou d'un tremblement de terre jamais vu, ou de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Cette régionalisation permise par la mondialisation, et souvent c'est sans backup, n'oublions pas que nos financiers veulent quand même faire du flux tendu pour économiser des coûts, cette régionalisation crée des nouveaux goulots d'étranglement qui doivent être considérés comme des fragilités. Et des coûts potentiels en plus donc Exactement. Et donc, en fait, pour transcender cette régionalisation et ne pas être, et bénéficier de la mondialisation sans partir vers l'appel des sirènes de la régionalisation, ça demande un investissement. C'est-à-dire, je dois cultiver de la redondance. Je dois continuer d'avoir des ingénieurs dans ce pays-là et pas devenir seulement une start-up nation, continuer d'avoir une industrie. Ça coûte parce qu'il faut payer ça, faut changer le système éducatif pour pas faire que des gens qui font du tertiaire et arrêter d'avoir 200% de réussite au bac et favoriser uniquement ou délaisser des filières techniques et industrielles qui étaient le fleuron de ce qu'a été l'industrie européenne avant. Mais ça demande un coût. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment de son histoire, au même moment, la France disposait de mines de charbon, du plus grand nombre de centrales nucléaires pour produire l'électricité et du pétrole le moins cher qui venait de Russie. On a eu ça ouais. en même temps. Ah ouais, ouais, je sais. Voilà. Et donc ça, par exemple, et ce qu'il Ouais. faut, je vais terminer avec ça, à l'origine de la supply chain, il y a deux choses qu'il faut regarder, c'est il y a un pessimisme et une imagination. C'est ça qu'il faut, en quoi on doit se réinventer. Ça, c'est nécessaire. Parce que quand on est pessimiste et imaginatif, on crée des scénarios qu'on n'a pas envie de vivre. Et quand on commence à regarder ces scénarios, on se dit, ouh là 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 là, si ça arrivait, qu'est-ce que je devrais faire? Et là, on commence à agir. Si on n'est pas pessimiste et si on n'est pas imaginatif, je vous laisse seul juge sur est-ce que nos dirigeants sont pessimistes et imaginatifs ou est-ce qu'ils sont optimistes et un peu candides. Ce que tu disais, ça me faisait penser aux avantages comparatifs de Ricardo, en fait. La mondialisation a été fondée là-dessus et du coup, ça c'est une énorme fragilité. Du coup, l'idée, ce serait pas de totalement, renier la mondialisation, si je comprends bien, mais plus de l'adapter avec, une forme de ce qu'on appelle de robustesse, en fait, avec, de l'intelligence, des investissements. Est-ce que les entreprises, elles étaient, vraiment équipées pour modéliser, la complexité? Peut-être qu'elles étaient plus modélisées pour, ce que tu appelais des scénarios pas forcément, comment dire? Qui sortent un petit peu de la linéarité, des scénarios qui peuvent, ouais, ce qu'on peut qualifier d'impensables, en fait. Donc, est-ce qu'on est prisonnier finalement de cette linéarité dans notre pensée, système de pensée à la fois politique, mais aussi nous en tant qu'individus, on refuse de penser l'impensable à part dans la science-fiction finalement? Bah, déjà, pour répondre à la première question, le risque management, il n'a pas échoué parce qu'il n'a jamais eu sa chance. Et je vais expliquer pourquoi. C'est parce que le risque management, il n'est pas à la table des stratèges. Je demande à n'importe quelle boîte du CAC 40 de me prouver que dans leur comité stratégique, il y a le risque manager ou le crisis manager. Quand vous prenez les stratégies des grandes boîtes, c'est fait par qui? La plupart du temps, autour de la table, vous avez le PDG et le DAF. Donc le président directeur général, ou le directeur, s'il y a le président, il a un rôle plutôt de représentation et d'orientation, et vous avez le directeur administratif et financier. Vous avez le contrôleur de gestion, ça parle quoi? Ça parle avec des tableaux Excel.
On fait des projections, on se dit: «On va gagner ça, on va gagner ça» et moi je comprends parce qu'en fait, il est, c'est important de enfin la vie de l'entreprise, elle est d'abord économique. Mais eux, ils font des projections sans imaginer le pire puisqu'ils ne sont pas payés pour. Eux, ils font des projections, proportionnelles. Ils se disent: «Bah, il y a 3 ans, on a augmenté d'1%, il y a 2 ans, on a augmenté d'1%, l'année dernière, on a augmenté d'1%, cette année, on va être ambitieux, on va essayer d'augmenter d'1,5%». Quand on fait ça, on rate le Covid, on rate Russie-Ukraine, on rate l'Iran, on rate Fukushima, on rate le tsunami de 2004. Donc après, donc là-dedans, c'est pas le risk management qui a échoué, c'est le risque manager qui a échoué d'être arrivé à la table de ces gens-là pour dire: «Ouais, OK, on regarde vos prévisions en fonction des scénarios catastrophes que je vous amène et de là, on regarde si on peut quand même les atteindre ou pas». Ça, il n'a pas réussi. Le risque management, il a été considéré comme un passage obligé seulement pour les assurances ou pour les organismes certificateurs. Avant OK. ça, il n'y avait pas de gens qui prenaient des risques managers naturellement. Ce sont ces 2 obligations qui amenaient à ce que le risque manager soit présent dans la plupart des entreprises. Mais depuis le Covid, est-ce que tu vois ou la crise Covid, est-ce que tu vois, plus de cette réflexion de risk management, à la table des comex, ou des stratèges, en fait? Alors moi, ce que je vois, c'est des gens qui ont appris des acronymes. Donc ils utilisent le mot C'est VUCA. Bani, Voilà, VUCA, voilà, donc ça, je le vois sortir, mais il y a quand même ça toujours veut les rien dire, mêmes quoi. il y a quand même, il y a quand même des incohérences parce que j'entends des gens dire, «Le monde est VUCA, donc il faut que je sois résilient». Ce qui est en fait une sorte de paradoxe. J'ai l'impression que Mmh, c'est un politique qui parle. mais en fait, bah, alors après je peux pas leur en vouloir parce que c'est des gens qui ont pas Ouais. été formés à ça. Mmh. Mais est-ce qu'ils laissent la porte ouverte à ceux qui peuvent les aider Ouais, à bien voir sûr. ça sous cet Mmh. angle-là? Ce qui a échoué là-dedans, c'est pas le risque management, c'est la stratégie qui a échoué. Parce que ce qu'on appelle stratégie n'en est pas une. Parce que, D'accord. parce que là encore, ça dépend de ce qu'on considère être stratégie. Si la stratégie, c'est la durabilité de l'entreprise, sa pérennité, sa survie, une stratégie où il n'y aurait pas un risk manager ou un crisis manager autour de la table, elle échoue. Mais si Ouais. sa stratégie, c'est financièrement, à court terme, être rentable, on n'a pas besoin de risque manager. Et donc là, ça renvoie à quoi? À l'actionnariat. Et c'est ça la grande différence et sur lequel il faut se pencher. À qui appartiennent les entreprises? Et en fait, quand dans un actionnariat, on prend des hedge funds ou on prend des capitaux risqueurs qui viennent, qui mettent de l'investissement et qui attendent un retour sur investissement en moins de 5 ans ou à 3 ans pour les plus exigeants pour repartir, ils s'en moquent que l'entreprise crève après. Et il y a quand même des outils qui existent, ce qu'on appelle les outils probabilistes face, au risque, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est aujourd'hui, on a affaire beaucoup à ce qu'on appelle au signe noir, géopolitique, c'est-à-dire l'inattendu qui a un effet énorme, sur l'économie, le social et cetera. Est-ce que, aujourd'hui, c'est les outils qu'on utilisait, ou qu'on utilise encore, ils sont obsolètes, enfin ils servent à rien en gros? Oui et du coup, question, subsidiaire, est-ce qu'il y a des outils comme, et tu en parlais, le concept de scénario, donc du design fiction peuvent être intéressants pour justement imaginer des futurs, franchement impensables, déstabilisants, pour mieux, se préparer à l'avenir, en fait? Et c'est une question qui me permet toujours de me faire un peu plus d'ennemis. J'espère qu'aujourd'hui Et j'aime ça. voilà, je vais battre des records. Donc pour ceux qui n'aimeront pas, bah, faites comme tout le monde, vous prenez un ticket, vous faites la queue. Le Mmh. risque management, il a Mmh. d'abord son problème à lui, si j'enlève parce qu'il n'a pas échoué. Mais si on prend son problème à lui et qu'on analyse, le problème du risque management, c'est que ça c'est, l'orientation majoritaire du risque management qui est d'abord sa vision probabiliste et donc et c'est totalement inepte et contre-productif. Donc en fait, la plupart des gens utilisent, ce qu'on appelle un diagramme de Farmer où, Ouais, ce c'est ça. diagramme en couple gravité-fréquence, où vous avez 2 axes, la probabilité, la gravité et avec, des échelles de souvent à 4 ou à 5 niveaux où vous avez une représentation, très, comment dirais-je? Qui a 2 avantages, c'est qu'elle est très, très explicite. En un battement de paupières, vous comprenez bien, que les risques, en haut à droite en rouge sont ceux sur Pas lesquels bien. on doit Mmh. travailler, parce qu'ils sont à la fois très importants et à la fois très probables Mmh. et que les risques en bleu dans le coin bas gauche, sont bien verts parce qu'ils sont soit très peu importants, soit, très peu probables. C'est assez visuel, donc ça permet comment dire, d'un point de vue d'ergonomie cognitive, ça peut convaincre assez Mmh. facilement un comité de direction et il le voit de premier coup d'œil. Deuxièmement, ça permet de comparer des choses qui n'ont pas l'air comparables a priori,
comme les conséquences d'une tornade dans notre filiale aux États-Unis, qui est dans le couloir des tornades, par exemple, et une crise sociale dans nos bureaux en Tchécoslovaquie. Je dis n'importe quoi. Le défaut, c'est que la probabilité, elle est mesurée comment et par qui? La C'est ça. probabilité, la plupart du temps, elle est considérée par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Ah oui, Donc d'accord. on présuppose que les fréquences du passé vont être représentatives des fréquences qui nous attendent. Ça a un nom un peu, je vais faire le cuistre, mais ça s'appelle l'inductivisme. Demain sera pareil qu'hier, puisque Mmh. c'est toujours la même chose. C'est comme un jour sans fin, comme le film. Quand nos dirigeants font ça, ils se disent: Oula, ça fait 3 ans qu'il y a beaucoup de cyberattaques, mon risque principal, c'est la cyberattaque. Oula, regardez l'épidémiologie. Regardons ça. En 2018, le mec qui se pointait avec un scénario à la Covid-19 dans ses analyses de risque, euh, il aurait pris un drop, renvoi au 22 par son équipe de direction. Après, juste après le Covid, tout le monde disait le gros risque à venir, c'est l'épidémiologie. Et puis petit à petit, c'est en train de disparaître. On commence à plus en parler. Maintenant, c'est de nouveau la géopolitique, le La guerre. terrorisme. Voilà. Les Russes. Ouais, ou les Russes. Et donc, c'est toujours lié à l'ère du temps. Mmh. Et ça, c'est le défaut. Le signe noir, si je prends la définition qu'en a donnée Nassim Taleb, c'est la chose qui est à la fois la moins prévisible, mais qui aura le plus d'impact, Mmh. et qui après coup aura, et ça c'est un troisième effet qu'on oublie souvent, c'est quelque chose qui semblera évident après coup. Typiquement Internet, typiquement l'apparition typiquement la Révolution française. Si on prenait ça dans un diagramme de Farmer, on ne le considérerait pas ce risque, parce Oui. qu'en probabilité, il serait tout bas. Donc on dirait, ah non, non, on va plutôt lutter on risque plutôt d'avoir une cyberattaque. En fait, il faudrait avoir des outils de projection future, et donc là-dessus, c'est là où l'imagination prend toute sa dimension. D'ailleurs, je crache pas sur l'État qui fait parfois des très bonnes choses. Il y a des organes publics militaires qui ont embauché ce qu'on appelle des red teams. Ils ont pris des auteurs de science-fiction et ils leur ont demandé de les soumettre à des scénarios complètement dingues que seuls des auteurs de science-fiction peuvent sortir de leur tête. Et les militaires ont dit, nous, on veut s'entraîner à des choses auxquelles on ne s'attend pas, parce qu'on a déjà étudié à peu près tout ce qui est fait. Alors là, c'est une tarte à la crème, maintenant c'est connu, mais après, ils ont commencé à faire des scénarios si c'est des zombies qui nous attaquent. Et bien, si on joue le scénario, et ben, on est face à un ennemi qui ne réagit pas comme les ennemis dont on a l'habitude, si on est dans le scénario des zombies. Ou si on est dans un scénario, je sais pas, n'importe quoi, d'extraterrestre, l'idée, c'est pas de faire quelque chose de plausible. L'idée, c'est de se faire bousculer et de se dire d'augmenter son spectre Ouais. d'action possible si on affrontait l'inconnu. Et ça, c'est pas mal. Donc, on peut le faire. On a des Complètement. organes d'État Mmh. qui le font. Alors du coup, tu donnerais quoi comme conseil pour un codir qui veut transformer justement ce qu'on appelle une veille, passive donc, peut-être avec un petit diagramme de Farmer, en une véritable intelligence stratégique? Donc peut-être, voilà, Ok. des outils, comme Alors, ça, design fiction ou autre, c'est comment on fait en fait? On a envie de se préparer, intelligemment, pas dans la précipitation à dès qu'il y a une réunion stratégique, il y a le directeur de crise ou le gestionnaire des risques qui n'est pas là pour commenter si la stratégie est bonne, qui est là pour jouer Cassandre. Et il dit, et si, il est juste là pour ça. Il faudra qu'il soit autour de la table pour alimenter la réflexion avec tous les pépins qui pourraient arriver. Deuxièmement, interdire toute représentation des risques avec le couple gravité-fréquence. Interdire absolument, censure. sous peine d'exécution absolue et de purge au gasoil. Non, mais Le pauvre. non, plus sérieusement, Mmh. interdire cette tentation qu'on a à regarder, à probabiliser À l'inconnu. modéliser. Voilà. Ouais, bien sûr. Deuxième, Ça, c'est humain aussi, hein, je veux dire, ah mais c'est ça nous clair, rassure, c'est bah, c'est terrible. clair. C'est un Bah, biais, hein. Mmh. je suis tout à fait d'accord. Connaître par cœur son sourcing La sa chaîne. supply Mmh. chain, sa chaîne d'appro, d'un point de vue géopolitique. C'est-à-dire développer une géopolitique de son industrie et de son entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire ne plus avoir des cadres qui viennent en météore d'une boîte à l'autre, à haut niveau, qui font 2 3 ans, qui prennent des mesures et qui s'en vont. Là, il va falloir développer des analyses dans lesquelles on connaît parfaitement son industrie, sa technologie, les pays qui nous sourcent. Il va falloir créer une géopolitique de son entreprise à des buts de créer une supply chain résiliente, je vais dire, même si j'aime pas trop ce mot. Et se baser sur des scénarios maximalistes. Maximalistes, on n'est jamais Maximaliste, optimiste. d'accord. Et OK. travailler là-dessus. Et donc, et enfin, j'aurais tendance à dire pour l'entreprise, éviter la folie de Jürgen Habermas,
qui est le maître à penser, un philosophe et un essayiste allemand, qui est quand même un gros maître à penser de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, et qui prônait un Constitutionnel. patriotisme constitutionnel. Lui, il a été très marqué par Ça le. veut dire quoi le patriotisme, Ah bah, alors, ce constitutionnel? monsieur a été très marqué par le nazisme. Ce monsieur-là, en fait, a dit: «Il faut pas que le nazisme se répète, Ah ouais, et le d'accord. problème qui amène au nazisme, quoi qu'il arrive, c'est l'enracinement. L'enracinement amène de manière quasi inéluctable au nazisme. Donc ce qu'il faut, c'est déraciner tout le monde et créer un patriotisme constitutionnel, Ah c'est-à-dire oui, que d'accord. on est lié non pas à son pays, à son territoire, à sa culture, mais aux normes qui gouvernent ma nation. Il n'y a plus d'État-nation, c'est plutôt le normatif qui. Donc on deviendrait européen parce qu'on est en adéquation avec la philosophie européenne. La culture géopolitique, du coup, parce que tu en as un peu parlé au départ, de notre entretien. Je me disais au niveau des organisations plus spécifiquement, est-ce que, il y a une méconnaissance, alors je réponds déjà à la question parce que je pense que tu vas me dire oui, mais une méconnaissance peut-être, de l'histoire, de la géographie justement qui ne permet pas de prendre des bonnes décisions en entreprise? Ce en quoi ne faudrait-il pas, pourquoi pas, des géopolitologues? Et on en avait parlé aussi, on s'était dit: «Tiens, moi j'ai vu que dans certaines écoles de commerce, maintenant, tu apprends la géopolitique», et je trouvais ça pas mal, mais tu étais assez mesuré sur le sujet, donc je voulais t'entendre. La connaissance d'un secteur, d'une industrie, d'un point de vue marketing et technologique, c'est plus suffisant. Ça l'était à une certaine époque, mais du fait de la mondialisation que j'ai évoquée tout à l'heure et du système complexe, c'est plus suffisant pour comprendre un marché et notamment les risques qui pèsent sur un marché. Pourquoi? Parce que par la géo avant, le système français pouvait, je dis n'importe quoi si je prends la France, pouvait être très protectionniste et faire en sorte en fait, on avait le marché français qui était acquis. Aujourd'hui, avec la mondialisation, ben, on a des concurrents de tous les pays du monde qui peuvent venir ici. Et en plus, avec la digitalisation qui a largement fait le lit de la mondialisation, Mmh. on peut se faire pirater ses brevets et qu'ils soient copiés, chose qu'on n'avait pas avant. J'ai travaillé pour Symbio dans l'hydrogène. Voilà, j'avais la gestion des risques, la gestion de crise, le contrôle interne, l'audit interne, la sûreté et le cyber en portefeuille. Donc j'étais bien soumis à ce risque-là. Je parlais assez régulièrement avec mon contact du ministère de l'Intérieur parce que c'était une filière stratégique. Il y avait des gens il y a des gens qui s'intéressent à l'hydrogène. Il y a des États qui s'intéressent à l'hydrogène et des entreprises très grosses. Si on ne connaît pas cette géopolitique, comment je vais m'en protéger moi? Bah oui. Comment peut-être il va falloir que je développe des approches ou que j'évite des contacts liés à cette géopolitique qui pourraient m'échapper si je regardais seulement le contexte français, en fait. Tout à fait. Et donc Mmh. c'est pour ça qu'en fait, plus on a une technologie de pointe, plus on a quelque chose sur lequel qui est compétitif au niveau international et plus il faut connaître, qui sont les ennemis éventuels ou les dépendances éventuelles qui n'apparaissaient pas de premier chef. Mmh. Sinon, on est naïf. Donc, je ne comprends pas les filières qui ne «géopolitisent pas» entre guillemets, les stratégies qui sont véritablement critiques pour elles. Moi, je me rappelle par exemple Russie-Ukraine pour Michelin, c'est pas un secret. Quand il y a eu Russie-Ukraine, qu'il y a eu un conflit, toutes les filières du pneu ont beaucoup eu chaud parce qu'une part très significative du noir de carbone essentiel à la fabrication des pneus est produit dans le monde en Ukraine et en Ouais. Russie. Donc les 2 pays, l'un contre l'autre, et en plus, la filière train est largement utilisée par tous les acteurs du pneumatique en Europe et ce train passe par où? Par la Russie Mmh. et donc ça a vraiment tous les acteurs du pneumatique se sont grattés la tête en disant: «Ouh là là, on n'avait pas pensé à cette configuration». Il s'avère que, je parle d'un groupe que je connais bien qui avait fait, par son histoire, la géopolitique de cet élément-là et qui a su très très bien rebondir, mais tout le monde ne fait pas ça. Et tout le monde n'a Mmh. pas le loisir d'être une multinationale qui a plus de 100 ans, qui a eu le temps d'asseoir sa connaissance et d'être dans plusieurs endroits pour voir venir les choses et pouvoir rebondir, comme ce fut le cas du groupe Michelin. Des PME ne survivent pas à ça. Ouais, bien Donc, sûr. il y a une géopolitique du business à inventer, selon moi. Après, c'est pas simple parce que, avant de conclure, il faut trouver les bonnes personnes, quoi, pour, Mmh. faire bien caper. Et je reviens juste à la question de la formation dans les écoles de commerce, est-ce que c'est une bonne chose est-ce que ce sont ces profils-là
qu'il faut former à la géopolitique ou c'est, les décideurs ou alors il faut vraiment une éminence grise, de la géopolitique dans les entreprises? Enfin, tu vois, je trouve que c'est compliqué d'avoir, ou alors il faut s'y intéresser, de manière inhérente, je sais pas en fait du coup. Bah, moi, je vois un peu un panache de tout, en fait. Mmh. Il faut commencer à avoir un niveau enfin, les entreprises sont déjà exigeantes sur, les recrutements, donc il faut que ça devienne un critère d'exigence. Que les employés, ou les acteurs qui veulent dans l'entreprise, qui ont une ambition d'être quelqu'un d'essentiel dans l'entreprise, acquièrent ces éléments-là. Donc, Mmh. j'ai 48 ans, je m'y suis mis, donc je pense que c'est possible. Je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir et pourtant j'ai pu prendre le temps de lire quelque chose, Mmh. quelques petites choses. Vous avez, il y a aussi les filières, d'éducation et c'est le cas parce que moi, à mon époque, quand on passait le bac, donc moi je parle d'un moment où la télé était en noir et blanc et qu'il y avait des dinosaures dans la rue, mais quand moi je passais le bac, la géopolitique, elle n'existait pas en terminale. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, Mmh. quelque part, coup de chance, on a la structure qui commence à naître. À nous de la modeler de manière à créer, quelque chose d'utile pour les entreprises avec au moins des gens qui sachent lire la géopolitique, qui en soient habitués. Comme ça, quand ils arrivent sur une filière, on peut Ouais, très tôt leur ils ont demander une de se grille de lecture, spécialiser. mmh. Exactement. Mmh. Ils ont déjà les grilles d'analyse. Réflexe. Et une question donc pour conclure, un peu plus macro, c'est la place de la France, le nouveau rôle. Je sais que tu voulais, émettre quelques idées ou en tout cas tu avais, réfléchi sur le sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment, sur un échiquier qui est en recomposition, au niveau géopolitique. La France, on dit qu'elle est pas forcément très puissante ou en tout cas elle est plutôt en retrait. Je dis «on» parce que c'est ce qu'on entend et je mets des pincettes parce que c'est sûrement une lecture médiatique. Mais quel est, selon toi le nouveau rôle que pourrait prendre la France justement? Quelle opportunité elle devrait saisir pour offrir un cadre, de souveraineté pour ses entreprises? Parce que c'est ça aussi, quand on joue un rôle géopolitique, on ouvre aussi des comment dire? On offre un cadre à ces entreprises et on l'oublie parfois. C'est déjà, on change la conception du risque. On arrête de regarder dans le rétroviseur. Personne va sur l'autoroute et conduit en ne regardant que ses rétroviseurs. C'est pas parce que ça fait 500 kilomètres qu'il n'y avait pas une voiture devant nous que dans notre pare-brise, il n'y a pas une voiture qui est en train d'arriver, qu'on n'est pas en train d'y foncer dedans. Euh, on forme ces stratèges. Je parle aussi bien du secteur public que secteur privé. Du secteur privé. On forme ces stratèges à la culture du risque, de la crise et de la géopolitique. Avant, la France, pour d'un point de vue géopolitique, elle avait un corps de diplomates qui Mmh. n'existe plus. Être diplomate, on ne devenait pas diplomate en étudiant histoire de l'art pendant 2 heures par semaine ou avec un diplôme de coaching. Être diplomate, c'était énorme comme. Il y a des Et coachs, qui se deviennent diplomates? Attends. j'avais vu ça dans d'autres pays, pas en France, j'avais vu ça dans d'autres C'est parce pays. que Des coachs pour ah diplomates, là, ouais, mon Dieu, j'avais vu ça. je vois Jean-Noël Barrot, je me dis: «Zut alors, et, donc, en fait, on avait aujourd'hui, on a des gens qui sont à des niveaux et qui ont des fonctions qui seraient proches de celles de la diplomatie, qui ne parlent pas anglais, qui connaissent pas Ouais, la culture locale, qui ouais, mmh, confondent les religions locales et les ethnies locales. Avant, le corps de diplomate, quand on avait un diplomate qui était à tel endroit du monde, il connaissait en profondeur le pays et ses enjeux. Et il arrivait très facilement à regarder quels étaient les intérêts ou quels étaient les positionnements français qui étaient les plus judicieux. Et ils devenaient automatiquement des conseillers, en fait. Et donc là, aussi bien des corps publics que privés, il faut se former à ça. Donc cultiver ces dirigeants économiques et politiques, il faut les cultiver. Et donc après, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudra développer des filières j'ai pris des notes sur le côté. J'avais quelques axes. Premièrement, il faut tendre vers l'autonomie des filières. L'autonomie des filières, ça veut dire qu'on est capable de se débrouiller tout seul. Typiquement une centrale nucléaire. mmh, Alors, là, on avait des centrales nucléaires qui dépendaient moins du matériel nucléaire qu'on est obligé de récupérer dans d'autres pays. On avait des centrales qui pouvaient être auto-alimentées ou des choses comme ça. La Chine développe des centrales nucléaires qui fonctionnent sur la consommation des déchets. L'idée était française à l'origine. Voilà. L'Europe a tendance à pas forcément administrativement aider à ouvrir le cap pour ça. Pourtant, c'est quelque chose aujourd'hui avec l'énergie, c'est quand même évident qu'il faut créer sa propre énergie. Redondance des filières d'approvisionnement. C'est pas parce qu'on devient autonome sur ces filières qu'il faut pas avoir 2 ou 3 fournisseurs pour avoir des backups. Et puis ça permet aussi de continuer à cultiver des relations et de créer des engagements bilatéraux qui sont très bénéfiques.
Mise en place de réserves stratégiques. Je laisse seul juge sur les masques pendant le Covid. Les réserves stratégiques, c'est important. Un protectionnisme non négociable pour des filières jugées critiques. L'impossibilité de soumettre la gestion de filières jugées critiques par une entité supranationale. Mais le fait est que il y a certains éléments qui doivent être au-delà du débat. Ils doivent se dire, personne ne choisit ça, ça c'est nous qui choisissons. Donc on Ouais. arrive à l'entendre pour des tas de choses. Peut-être que pour des filières critiques, ça devrait être le cas. Et la restauration d'une filière diplomate véritable et l'amorce d'un travail de reconquête des partenariats stratégiques. La francophonie l'aidait. Maintenant, on lutte plus pour ça et la francophonie recule. Quelle pourrait être la position de la France? Alors, si je regarde l'histoire du monde, il y avait quelqu'un, c'était un pape au 19e siècle qui disait entre le capitalisme américain et le communisme soviétique, il faudrait peut-être trouver une troisième voie. Et en fait, De Gaulle avait repris ça. Et la position de De Gaulle a été vraiment troisième voie, et expression qui a été reprise dans les années 60 par le mouvement des non-alignés. Vous aviez à l'époque l'Indonésie, vous aviez l'Égypte, vous aviez la Yougoslavie et l'Inde, qui, bon, alors il y en a qui étaient un peu plus alignés que d'autres à certaines superpuissances, mais ils étaient plutôt non alignés. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la troisième voie, au moment où De Gaulle l'a exploitée, là encore, sans position partisane ultra-gaulienne ou ultra-gaulliste, comme vous voulez l'appeler, ou pas, c'est pas mon propos, c'est qu'à ce moment-là, quand De Gaulle a développé une stratégie d'État troisième voie, à tort ou à raison, d'un strict point de vue, ce qui me concerne, pérennité de l'organisation France, c'est là où on a développé notre autonomie énergétique, politique, législative, agricole, enfin Ouais, qu'on bien avait sûr. déjà, mais on l'a Mmh. vraiment entériné. Et c'est là où on a commencé à vraiment exploiter le fait du plus grand système côtier mondial. Voilà. Et donc ça, je trouve qu'on est dans un moment de l'histoire où on a peut-être l'occasion de le faire, puisque ça se polarise beaucoup. Ça pourrait le faire, mais après, l'histoire se passe jamais comme on l'espère tous, donc on verra bien. Je suis seulement un spectateur.